À la veille de 1789, le catholicisme était partout présent dans la société française. Il légitimait les institutions politiques, il régissait le temps et l'espace de la vie collective, il contrôlait l'état civil, l'enseignement, la médecine et les institutions sociales. En quelques mois, entre mai et septembre 1789, l'ancien régime s'écroule et la monarchie constitutionnelle qui lui succède se caractérise par la laïcisation immédiate du régime politique. La légitimité de la monarchie perd son fondement religieux. Elle repose désormais sur un contrat passé entre le roi et la nation. Le citoyen se définit par son appartenance à la collectivité nationale et nul ne peut être empêché de participer à la vie politique du fait de son appartenance confessionnelle. La proclamation du principe de la liberté religieuse par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est une étape décisive dans cette mutation politique. Les minorités religieuses, protestantes et juives, reçoivent progressivement tous les droits associés à la citoyenneté. La Constitution adoptée le 3 septembre 1791 garantit comme droit naturel et civil la liberté pour chaque citoyen d'exercer le culte auquel il est attaché. Mais l'affirmation de la liberté religieuse pose en même temps la question du statut du catholicisme dans la nation. Et c'est cette question qui provoque la rupture avec l'Église catholique. À plusieurs reprises, l'Assemblée refuse que le catholicisme soit reconnu comme religion d'État. Toute la construction moderne de la laïcité, qui aboutira au principe de la séparation des églises et de l'État en 1905, est contenue en germe dans cette première mise en place des rapports entre l'État et les religions. Elle correspond à une conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse. L'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Pourquoi ce processus de dissociation du religieux et du politique, qui caractérise tous les pays modernes, a-t-il revêtu en France pendant plus d'un siècle un caractère aussi intensément conflictuel? La raison principale est que la symbiose historique entre l'institution catholique et la monarchie absolue donna au processus de modernisation politique, acquis pourtant avec l'appui d'une partie du clergé, la dimension d'un véritable conflit religieux qui traversa l'Église elle-même. La radicalisation des positions en présence imposait, de part et d'autre, l'exclusion de l'adversaire. La République ne pouvait triompher qu'en abaissant l'Église, mais ce fut la victoire d'une moitié de la France sur l'autre. En rompant le contrat passé avec la nation lors de sa fuite à Varennes en 1791, le roi mit à mal le premier équilibre établi par la Constituante et provoqua l'instauration de la République. Face aux tentatives visant à restaurer le régime ancien, les mesures laïcisatrices s'en prirent alors directement à la puissance sociale de l'Église. L'état civil, qui était tenu par le clergé, fut placé entre les mains des municipalités. Le mariage, contrat civil, fut nettement séparé de sa célébration religieuse. Les diocèses et les paroisses furent découpés comme des circonscriptions administratives. La désignation des évêques et des curés se fit par élection. Les révolutionnaires de 1791 ne remettaient pas pour autant en cause l'importance de la religion dans la vie sociale. Mais leur objectif était de régénérer l'institution ecclésiastique, de lui faire épouser la société civile pour qu'elle puisse toujours être source de morale sociale. Promulguée en 1790, la constitution civile du clergé, qui obligeait les prêtres à prêter serment au nouveau régime, fut l'instrument de cette politique. Sa mise en application, en divisant le clergé entre prêtres jureurs ralliés au nouveau régime et prêtres réfractaires, immédiatement suspectés d'être des opposants politiques, a contribué à la radicalisation irrémédiable du conflit. Le catholicisme français se scinda dès lors en deux fractions égales et opposées. L'une rejoignit le nouveau régime, l'autre s'enferma dans une opposition de plus en plus résolue à l'ordre instauré par la Révolution. Le durcissement de cette opposition, la répression qui s'abattit sur les prêtres réfractaires, la radicalisation autoritaire et la dérive religieuse du régime issu de 1789, l'instauration des cultes révolutionnaires intervint en 1793, en même temps que le début de la Terreur, engagèrent la France dans une guerre de religion d'une incroyable violence. Les excès de la lutte anti-religieuse, et ceux des courants menés par des courants contre-révolutionnaires, invoquant la défense de la foi catholique, ont durablement coupé la France en deux. Ils ont créé les conditions de cette guerre des deux France, qui marque toute l'histoire nationale jusqu'à la Première Guerre mondiale et dont les traces ne sont pas encore effacées de la mémoire collective. Déclarée religion de la majorité des Français par le Concordat de 1801,
le catholicisme ne recouvrit pas pour autant un statut de religion d'État. L'État prend en charge la protection des cultes qui concourent à assurer la moralité publique et il entretient matériellement leurs ministres. Ceux-ci sont des fonctionnaires dont les obligations sont définies sur un mode purement administratif. Ce système assura l'autonomie de l'Église catholique par rapport à Rome, mais il ne résolvait pas le déséquilibre entre les religions minoritaires et un culte catholique qui est celui de la très grande majorité des Français et qui prétendait, toujours à ce titre, incarner la religion à l'intérieur de la nation. À l'intérieur du catholicisme, un courant libéral, issu de l'Église constitutionnelle et nourri des traditions gallicanes et jansénistes, chercha le compromis avec le monde nouveau issu de la Révolution. Il s'opposa à un catholicisme intransigeant, qui visait au contraire à reconstruire l'emprise historique de l'Église romaine sur la société, et qui l'emporta finalement. Les tribulations politiques du XIXe siècle, avec son alternance de chocs révolutionnaires et de raidissements conservateurs, et l'ampleur des mouvements sociaux liés à l'industrialisation et à l'urbanisation accélérée de la France, produisirent une simplification et une nouvelle radicalisation des positions en présence. L'Église catholique apparaît liée définitivement au parti de l'ordre, en même temps que s'opère, au milieu du XIXe siècle, le grand chassé-croisé des classes sur les chemins de l'Église. La bourgeoisie libérale et voltairienne s'appuie sur l'institution catholique pour défendre la propriété, alors qu'une partie des masses populaires se détache de l'Église en même temps qu'elle se déplace des campagnes vers les usines des villes. Cette période correspond au raidissement intransigeant de l'Église romaine tout entière mobilisée par la lutte contre la modernité libérale et les libertés individuelles qu'elle promeut. Mais elle marque aussi un renouveau spirituel intensif pour un catholicisme français fortement identifié aux racines rurales de la nation, qui se réapproprie avec ferveur la mémoire du passé chrétien de la France contre les turbulences du monde moderne. Au-delà du problème toujours aigu de la régulation juridique des rapports entre l'État et l'Église, c'est l'affrontement de deux visions du monde, de deux univers de valeurs et de deux systèmes de normes qui se cristallisa dans ce long conflit. Sur le plan politique, celui-ci s'inscrivit dans l'affrontement entre l'institution catholique, forteresse assiégée qui aspirait à récupérer ses pouvoirs perdus, et les républicains qui entendaient aller jusqu'au bout du processus d'émancipation religieuse de l'État et de la société. Dans ce processus, la lutte contre la puissance des congrégations religieuses revêtit une importance symbolique et pratique majeure. Alors que le clergé diocésain acceptait peu à peu le ralliement de la République prôné par Léon XIII, les congrégations demeuraient un pivot des courants antirépublicains et antidémocratiques. En interdisant l'enseignement aux membres des congrégations, les républicains, fils de l'encyclopédie et des Lumières, se proposaient d'en finir avec ce que le protestant Fernand Buisson, inspirateur et théoricien de l'école laïque, appela la liberté d'accaparement des consciences laissée aux ordres religieux catholiques. En expulsant par la force les congrégations, le gouvernement du radical Émile Combes, qui succéda en 1902 à un président du Conseil plutôt conciliateur, transforma le conflit entre la France cléricale et la France laïque en une véritable bataille rangée. Ancien séminariste, celui que Pidis appelait le satanique Monsieur Combes incarnait une conception extrémiste de la lutte anticléricale. De son côté, le successeur de Léon XIII s'identifiait avec une version également dure de l'intransigeantisme catholique. Les faux pas de la papauté et la surenchère anticléricale des radicaux et des socialistes rendirent inévitable la loi de séparation promulguée le 11 décembre 1905. Votée dans une atmosphère de guerre de religion, la loi de séparation de 1905 peut paradoxalement être considérée comme un dispositif médiateur qui permit la régulation et l'apaisement des passions contraires entrées à la fin du XIXe siècle dans une phase paroxystique. Dans le nouveau régime religieux qui s'instaure en 1905, la religion est considérée comme une affaire privée. La liberté religieuse fait partie des libertés publiques. L'État garantit à chaque citoyen la liberté de professer une religion s'il en a une, et des peines sévères sont prévues pour ceux qui tenteraient de faire obstacle à l'exercice normal de la vie cultuelle. Mais la religion est une affaire strictement personnelle et optionnelle. La République, quant à elle, ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La privatisation de la religion est ainsi, en France, le résultat d'une politique autant que l'aboutissement d'un processus culturel attesté, par ailleurs, dans toutes les sociétés modernes. La mise en œuvre de cette politique, à laquelle la hiérarchie de l'Église catholique s'opposa d'abord de toutes ses forces, donna lieu à des affrontements violents,
à l'occasion notamment des inventaires des biens ecclésiastiques, préalables à leur remise à des associations cultuelles de droit privé. Cependant, malgré la condamnation du pape, la loi trouva des soutiens du côté de personnalités catholiques, considérant qu'elle pouvait constituer un instrument de médiation juridique du conflit inexpugnable entre les deux Frances, et ce fut effectivement le cas. Deux éléments ont joué dans ce sens. Le premier est que la loi elle-même constitue un texte de compromis entre plusieurs conceptions concurrentes de la laïcité. Combes rêvait d'un démantèlement de toutes les églises, en leur interdisant de s'organiser sur un plan national. La loi de séparation, rédigée par le protestant Méjean, et marquée par l'influence des socialistes Jaurès et Briand, a fait prévaloir une inspiration libérale qui respecte l'organisation interne des églises. Le système instauré par la loi de 1905 unit, dans une visée pacificatrice, les différentes traditions du camp laïque, l'esprit des Lumières de Voltaire, Diderot et Condorcet, le positivisme scientiste d'Auguste Comte, les différents courants de la franc-maçonnerie. Il répond également aux attentes des minorités protestantes et juives, profondément méfiantes à l'égard des prétentions de la religion dominante. Celles-ci ont d'ailleurs contribué de façon décisive à la médiation du conflit, en assurant, face à la volonté de totalisation catholique, l'acculturation religieuse des idéaux laïques et l'acculturation républicaine des idéaux religieux. En valorisant l'individu et sa liberté, les protestants français, nombreux parmi les grandes figures de la pensée laïque, ont joué un rôle majeur dans l'élaboration des conceptions républicaines de la morale, de la responsabilité éducative et de la civilité. Mais le texte de 1905 convient aussi à un catholicisme libéral qui entend concilier la religion et les principes de 1789. Un catholicisme marginalisé par les orientations romaines depuis le début du XIXe siècle, mais qui conserve une présence et une vitalité intellectuelle dans la vie religieuse de la France. Le second élément est qu'au cours du XIXe siècle, le peuple catholique s'est progressivement rallié, dans son immense majorité, au régime républicain. Au début du XXe siècle, la nature, monarchique ou républicaine, du régime cesse d'être au centre du débat. Les passions religieuses, autant que les passions anticléricales, s'apaisent. La guerre de 1914-1918, en montrant la possibilité d'une union sacrée des laïcs et des catholiques contre l'ennemi extérieur, conduisit le processus à son terme. La guerre des deux Frances s'est achevée, d'une certaine façon, dans les tranchées.